Oui, bonjour. Aujourd'hui sur Radio Interview, on va parler de réseaux sociaux, on va parler de community manager, de trafic web, comment on peut convertir, je dirais effectivement ses prospects sur le web. Le roi, qu'est-ce que c'est que le roi? Faire de la veille, le marketing de contenu, l'e-réputation, les PME, les TPE, tout cela vous parle, mais vous êtes un peu noyé dans la masse. Patrick Finlay est avec nous aujourd'hui, 34 ans de Rennes, spécialiste des réseaux sociaux. Bonjour Patrick. Bonjour Philippe. Alors, parle-nous un peu de ton parcours. Donc je m'appelle Patrick Findlay, j'ai 34 ans, je suis d'origine écossaise et je baigne dans le marketing, on va dire, depuis une quinzaine d'années. Donc j'ai assisté encore à la mort du Minitel, à la naissance d'Internet et voilà, donc je suis passionné par les nouvelles technologies et notamment les comportements humains dans l'acte d'achat. Comment t'es arrivé en fait sur les réseaux sociaux, à t'intéresser aux réseaux sociaux? Alors par curiosité, par nécessité. Par curiosité d'un point de vue personnel, un peu comme tout le monde avec l'arrivée de Facebook, mais pas que. À l'origine, Facebook c'était un réseau social où on invitait généralement ses copains puis on échangeait des photos on va dire de la dernière soirée, du dernier concert. C'est rapidement devenu autre chose. Le caractère social a pris le pas sur le caractère réseau. Et on est véritablement rentré dans une dynamique, j'ai envie de dire, quasi industrielle, ou en tout cas commerciale, avec une part très importante laissée aux entreprises. Et donc cet aspect-là m'a énormément interpellé et m'intéresse encore aujourd'hui. Et le déclencheur a été de te dire comment je peux effectivement me faire plus d'amis, comment je peux avoir des followers sur Twitter. Alors, oui et non. Alors je vais répondre de deux façons. D'un point de vue perso, la course aux amis n'a pas été véritablement en tout cas mon objectif. En revanche, effectivement, je pense qu'il y a un intérêt pour tout le monde de bien connaître les règles du jeu. Au départ, comme je l'ai dit, Facebook, c'était un réseau social où on partageait des photos avec nos amis. C'est devenu quand même aujourd'hui une grande mécanique industrielle où toutes les entreprises de toutes les tailles ont quand même énormément d'enjeux à s'y positionner et en tout cas à savoir maîtriser les règles du jeu. Et aujourd'hui, on voit effectivement que les réseaux sociaux essayent de monétiser leur base de données, Oui. toutes ces informations qu'ils ont pu effectivement rassembler. Est-ce que tu penses que demain, les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter seront des moteurs de recherche? Alors, c'est une bonne question. Il faudrait poser la question à Google qui centralise 92% des recherches. Euh, alors, oui et non, encore une fois. Je pense que Facebook, aujourd'hui, est le site, après Google, le site le plus visité au monde. Si on regarde au niveau de la France, on a à peu près 26 millions de comptes, je crois 26 ou un tout petit peu plus. Il y en a 18 millions de comptes qui se connectent tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une indexation assez forte des réseaux sociaux sur les moteurs de recherche. Donc, je pense que le pas à sauter n'est pas si grand que ça. Effectivement, on peut avoir un Facebook qui se positionne là-dessus. Je pense que alors, encore une fois, c'est un point de vue personnel. Je pense que la position de Facebook aujourd'hui ne permet pas encore de franchir le pas. Je pense qu'il y a énormément de sujets qui sont en cours d'étude du côté sur le bureau de Mark Zuckerberg. En revanche, je pense que le mobile, comme outil, comme instrument et comme plateforme, pourra servir les intentions des réseaux sociaux d'ici quelques années, oui. D'accord. Alors, comment tu te formes en fait pour arriver aux réseaux sociaux? Tu es autodidacte, tu passes par l'école de la vie, ou est-ce que tu fais une formation spéciale? Alors, j'ai toujours apprécié les principes fondamentaux d'économie du learning by doing. Je pense qu'on apprend bien plus en mettant les mains dans le cambouis, entre guillemets, qu'en apprenant des choses sur des ouvrages. Attention, hein, tous les ouvrages ne sont pas indignes de lecture, bien loin de moi cette idée. Donc je pense qu'il y a énormément de choses à lire, il y a énormément de choses sur Internet aujourd'hui pour se former. Maintenant, il faut réussir à séparer un peu le bon on va dire du moins bon, pas du mauvais, mais du moins bon. Et surtout apprendre par l'apprentissage, quoi. C'est-à-dire
on essaye, j'aime beaucoup l'idée du A/B testing, hein, c'est-à-dire on essaye une chose, on la duplique, on la modifie un peu, on regarde laquelle fonctionne le mieux. Je pense qu'aujourd'hui on est vraiment dans une culture de l'immédiateté et qu'on doit pouvoir se positionner tout de suite. L'A/B testing ou l'apprentissage par l'école de la vie, comme vous le disiez, et aujourd'hui au centre, en tout cas de ma formation, et surtout au centre de beaucoup d'usages aujourd'hui sur le digital. D'accord. Alors, tu as un site qui s'appelle Oxygrey, je mettrai le lien effectivement pour que les gens aillent voir. Au niveau de ton personnel, ce que je suppose effectivement que tu es le patron, le capitaine de Le bar, gérant, oui, c'est ça. le gérant. Et donc, sur quels critères effectivement tu te bases quand quelqu'un vient te demander effectivement pour travailler avec toi? Là aussi, est-ce que tu prends un autodidacte ou est-ce que tu vas prendre quelqu'un effectivement qui est pro-formé? Alors, on est aujourd'hui 2 dans la société, répartis par domaine de compétences. Comme vous avez pu le souligner, moi mes domaines de compétences sont assez variés. On passe de la veille jusqu'à la gestion de la réputation d'une entreprise en ligne. En revanche, je pense qu'effectivement sur des sujets très pointus, nous avons déjà par le passé fait appel à des ressources externes. Encore une fois sur des sujets très très pointus. Et pour conclure un peu sur cette question, je pense qu'en fait une entreprise qui nous contacte est une entreprise qui a pris conscience du virage digital qui est nécessaire pour aujourd'hui être à la fois visible mais surtout reconnu sur le paysage digital. À partir de là, à partir du moment où le projet d'entreprise est bien ancré, les solutions viennent d'elles-mêmes. D'accord. Au niveau des TPE et des PME, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus, qu'est-ce que tu observes le plus, effectivement, qui vient en difficulté? Ouais. Est-ce que c'est le fait, effectivement, d'être sur les réseaux sociaux, donc techniquement de pouvoir faire sa page Facebook, d'avoir son compte Twitter, on va dire le BABA technique, ou est-ce que c'est justement l'apport de contenu qui est le plus compliqué? Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'effectivement, les 2 éléments, c'est-à-dire asseoir sa présence et sa visibilité à travers les réseaux sociaux et l'alimentation de contenu, sont fondamentaux aujourd'hui pour une entreprise naissante ou une entreprise déjà de 10, 15, 20 ans, qui est dans ce virage numérique nécessaire. Les 2 sont absolument critiques, mais ils doivent s'inscrire, comme je le mentionnais juste avant, dans une stratégie d'entreprise. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui échouent aux portes de Facebook, aux portes de Twitter, sans connaître véritablement les règles et du coup sans comprendre véritablement pourquoi elles échouent. Je vais prendre 2 petits exemples pour illustrer mes propos. Un de nos clients, il y a quelques semaines, nous a contacté pour mettre en place sa page Facebook. Donc c'est une entreprise qui, je vais essayer de garder le maximum de confidentialité. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le transport de personnes à but loisir. Donc on est vraiment dans une proposition grand public c'est une entreprise qui a déjà 18 mois. Au départ, on a constaté énormément de trafic sortant sur sa page Facebook, mais très rapidement ça s'est essoufflé. Ça s'est essoufflé pour une raison principale qui est le manque d'adhérence. Les réseaux sociaux, contrairement à ce qu'on peut penser et contrairement à ce que la majorité des personnes ont pu constater en 2005 ou 2007 avec l'arrivée de Facebook sur la France, c'est pas simple, ça prend énormément de temps. Alors quand on le fait à titre personnel, on trouve toujours le temps, hein, on trouve toujours le temps de faire des choses qu'on aime. En revanche, quand on est une entreprise, j'en parlais tout à l'heure, il faut vraiment que ce soit inscrit dans un projet d'entreprise. Par expérience, gérer une page Facebook pour une PME, on est sur du 1 à 1h30 par jour. Je fais une moyenne pour animer sa page et sa communauté. Maintenant, combien ça coûte effectivement, je veux dire en temps, donc tu l'as dit 1h30, donc c'est du consulting en fait et de la préparation. Mais combien ça coûte pour les gens qui nous écoutent, qui ont envie effectivement de passer de la théorie au concret?
Combien ça coûte aujourd'hui pour pouvoir effectivement se faire épauler au niveau des réseaux sociaux? Alors nous, on fait un peu plus qu'épauler, hein, c'est-à-dire qu'on prend en charge la gestion de la page avec. Alors la solution est parfaitement sur mesure, mais elle est personnalisée. C'est-à-dire que on ne le fait pas sans le client, on le fait avec le client. Les décisions, en fait, quand on va sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on arrive quand même à faire la différence entre un accompagnement et une prise en charge. L'accompagnement, on va constater, je vais vous prendre l'exemple de Twitter, on va constater un compte sur lequel il y a effectivement un flux assez régulier d'informations, mais dont les principes de base ne sont pas respectés. C'est-à-dire, il n'y a pas l'utilisation des mots dièses, les hashtags, le contenu est toujours auto-centré. Une prise en charge complète doit répondre à certaines règles. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, si on ne parle que de soi, eh ben les gens ne viennent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment un changement de comportement. Les entreprises, jusqu'à il y a encore 5-10 ans, jusqu'à la naissance en fait d'Internet comme usage, comme utilisation et usage premier de la majorité des consommateurs, les entreprises communiquaient sur leurs produits en expliquant qu'ils étaient les meilleurs. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Le consommateur ne veut plus ça. Et donc, pour répondre à votre question, un accompagnement, une prise en charge complète d'une page Facebook pour une entreprise tourne entre 350 et 450 euros par mois. On est sur une prise en charge mensuelle avec la possibilité pour un client de moduler ou non son effort sur, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn. Les réseaux se multiplient. Voilà. Alors c'est vrai qu'au niveau de Google, pour revenir effectivement à ce mastodonte du référencement, on parle de plus en plus aujourd'hui de l'attrait des réseaux sociaux parce que c'est des locomotives. Ça permet effectivement de faire booster son blog, permet de faire booster effectivement son site internet. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu peux nous valider effectivement de ce côté-là? Alors, je ne vais pas répondre non, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai précisé, hein, il y a plus de 9 recherches sur 10 qui passent par Google. Alors il y a des recherches qui sont, à mon sens, inutiles. Hein. Quelqu'un qui a envie d'aller sur le site de l'équipe va aller sur Google pour taper l'équipe et ensuite se faire rediriger vers le site de l'équipe. Ça, je l'ai déjà vu. Hein. C'est un cas validé et vérifié. Donc aujourd'hui, l'importance de Google est prédominante. On est aujourd'hui obligé d'obéir et de se plier à certaines règles de Google. La dernière en date menace d'ailleurs tous les sites internet qui sont construits autour de Flash, la technologie Flash. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un élément à prendre en compte, notamment les entreprises qui ont créé leur site il y a 10 ans ou 5 ans, où effectivement ça bénéficiait d'un effet de mode assez important. Donc pour répondre, pour compléter les éléments de réponse à votre question, on est sur un cahier des charges qui est très très conséquent, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a plus de 200 règles à suivre pour avoir la meilleure page qui soit. Moi je prends plutôt le contre-pied, c'est-à-dire qu'effectivement Google est un moteur de recherche, mais votre entreprise doit se positionner bien sûr sur la première page, mais il y a d'autres façons que de juste utiliser des mots-clés. Je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, les clients n'ont plus nécessairement envie d'arriver sur une page et de voir on est les leaders mondiaux. Ils ont plutôt envie d'arriver sur une page et de trouver des réponses à leurs questions. Et pour trouver des réponses à leurs questions, une entreprise doit pouvoir indexer un certain nombre de pages, ce qu'on appelle des landing pages par exemple, des pages d'atterrissage pour des besoins très spécifiques des clients. Donc l'objectif n'est pas de faire atterrir sur la page d'accueil, bien au contraire. Ouais, ça c'est vrai qu'on le voit dans le SEO. Ouais. Et alors ça se répète effectivement au niveau des réseaux sociaux. Il faut effectivement répondre à la problématique. C'est-à-dire comme tu disais tout à l'heure, Patrick, le moi je effectivement passe plus sur les réseaux sociaux également, quoi. Ah, tout à fait. C'est-à-dire qu'on est dans une redéfinition complète du rôle du client. On va reprendre un peu les notions économiques de l'offre qui crée sa propre demande. Hein. On n'est plus du tout dans les entreprises auto-centrées en termes de communication massive. C'est plus de la publicité que les clients ont envie d'avoir. Alors juste pour vous donner une petite statistique, parmi les acheteurs en entreprise, 80% d'entre eux préfèrent obtenir de l'information sur une entreprise à travers une série d'articles ou d'interviews plutôt que par une plaquette commerciale. Ça souligne quand même le changement de comportement et le replacement du client au centre de l'échiquier. Si on ne s'adresse pas à lui,
le client ne viendra pas. Alors là, c'est justement, tu me donnes l'enchaînement. On va parler du marketing de contenu. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle le marketing de contenu? Dans le référencement, bon, moi qui m'intéresse au référencement, c'est vrai qu'on parle effectivement d'aide rédactionnelle, de rédaction de contenu. Est-ce que là, on est sur la même passerelle? Oui, avec quelques subtilités que j'aimerais rajouter. Le marketing de contenu doit répondre à 4 objectifs. L'objectif, c'est d'attirer des personnes que l'on ne connaît pas vers son site. Et doit également permettre de convertir ces nouveaux visiteurs en opportunités commerciales pour ses équipes, ces ingénieurs commerciaux par exemple. Et ensuite, ces ingénieurs commerciaux, en fonction de la qualité du lead ou de l'opportunité qui est conférée grâce à du contenu de qualité, permettra d'être signé. Et ensuite, d'éblouir ces nouveaux clients pour qu'ils deviennent ambassadeurs. Le contenu, ça permet de faire ça. À une condition, c'est que le contenu soit de qualité et qu'il réponde aux différents stades des comportements d'achat des clients. Je vous donne... Ce qui veut dire que tu dois rentrer en immersion totale dans l'entreprise quand elle te confie son marketing de contenu. Tu dois être en immersion totale pour comprendre effectivement comment elle fonctionne et quel est son cœur de métier, quoi. Alors oui, et souvent, on a pu le constater là dans les dernières semaines, souvent les entreprises ont envie de communiquer sur tout, et du coup, quand on communique sur tout, on communique souvent sur rien. Donc nous, notre approche consiste à choisir 2, voire 3, mais généralement c'est 2 thématiques, 2 thèmes d'intérêt qui sont très importants pour l'entreprise, et on creuse à partir de là. Je vais vous donner un exemple. Vous avez envie d'acheter par exemple un four. Les différents stades d'achat, ça va être vous approprier l'idée de ce que peut apporter un four à votre domicile, mais également pourquoi choisir un four, un micro-ondes, ça peut être aussi une bonne alternative. Donc votre chemin de décision d'achat commence à ce moment-là, c'est-à-dire que vous allez être dans la phase de considération, d'émerveillement, de considération, de découverte. Vous allez ensuite affiner un peu votre réflexion jusqu'à faire finalement un choix de four par rapport à la puissance ou par rapport à la taille ou par rapport à la marque. Et ensuite, dans votre chemin d'achat, dans votre décision d'achat, vous allez arriver sur voilà, moi il me faut ce four-là, ça c'est celui que j'ai décidé d'avoir. Pour les entreprises, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'elles doivent faire venir leurs cibles, leurs clients idéaux chez eux. Et pour ce faire, effectivement, on a parlé des réseaux sociaux, mais le marketing de contenu sert cet objectif-là. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir fournir du contenu qui répond, on va dire, aux interrogations des visiteurs qui vont effectivement chercher quelque chose sur les moteurs de recherche. Si je résume, c'est pas vendre tout de suite, mais c'est créer la confiance avant, quoi. Alors oui, et il y a le Content Marketing Institute, qui est un institut très réputé aux États-Unis, qui définit que le marketing de contenu, c'est l'art de parler avec ses prospects et clients sans vendre. Donc voilà, on n'est plus dans une démarche de vente, on est dans une démarche d'accompagnement. Et de conseils. Et de conseils, voilà. À partir du moment où l'entreprise comprend ça, elle optimise ses opportunités. Je vais vous donner un exemple. Là, dernièrement, sur notre site internet, nous avons rédigé un article sur pourquoi une entreprise doit disposer d'une page Facebook. Et sur le côté de cette page, nous avons rajouté un guide gratuit des 10 conseils à suivre pour optimiser sa page. C'est-à-dire que une entreprise qui souhaite valider son projet de création de page Facebook peut effectivement lire l'article, mais en bonus, découvrir le guide pour utiliser tout de suite ou plus tard des 10 conseils pour j'ai envie de dire, faire une page entreprise sur Facebook comme un pro. Voilà, là, on n'est pas dans un acte de vente, on est dans un acte de sensibilisation. Et c'est très très important, parce qu'un client qui est content, c'est un client qui revient. Ça me fait penser au marketing réseau, quand j'interviewe des gens effectivement sur le marketing réseau, où on a les autorépondeurs avec le petit cadeau pour récupérer effectivement, capter l'adresse mail et ensuite effectivement rentrer en contact et créer du lien avec le prospect qui va donner le client, quoi. Alors oui, à la différence près qu'on sait exactement à quel stade le client est de sa phase de décision d'achat. C'est-à-dire qu'on sait exactement où il en est dans sa réflexion. Et ça permet de justement lui adresser du contenu très spécifique par rapport à sa position dans sa décision d'achat.
Aujourd'hui, on peut acquérir du trafic web conséquent avec les réseaux sociaux, sans passer, en passant par Google bien évidemment, mais je veux dire par là, est-ce que les réseaux sociaux sont des pyramides effectivement de trafic? Oui. Alors attention, encore une fois, on parlait de marketing de contenu. Les réseaux sociaux peuvent être un excellent add-on pour une stratégie pour convertir vers son site internet. C'est d'ailleurs un des moteurs, un des véhicules de trafic, moi que j'ai tendance à privilégier. En revanche, attention, toujours, hein, je me répète, mais à ne pas être auto-centré. On parle d'une règle généralement des 80%. 80% de ce que vous communiquez sur les réseaux sociaux ne doit pas nécessairement renvoyer que vers votre site internet. Donc on est vraiment dans une stratégie altruiste, hein, on pourrait dire. On est ouvert. Il faut montrer qu'on est sensibilisé sur son environnement, sur ses partenaires, sur ses équipes, sur ses clients. Voilà, c'est une des clés de réussite. Alors on va passer au volet la journée type. Oui. Les gens qui t'écoutent aujourd'hui ont envie de savoir effectivement ce que tu fais le matin jusqu'au soir dans ton entreprise et dans ton cœur de métier. Ok, donc je commence assez tôt pour certains, peut-être pas pour d'autres. Généralement, j'ai tendance à commencer vers 7 heures. Et pendant la première demi-heure, je prépare un peu ma journée. Et puis de 7h30 jusqu'à 8h30, je m'arrête. Alors, je fais quoi? J'ai 3 enfants, donc je les emmène à l'école, je les prépare avec ma femme. Et puis, ça, c'est un moment pour moi très important, à la fois parce qu'il est libératoire par la suite, mais surtout que c'est un moment qui me permet de partager quelques instants avec eux. À partir de 8h30, 9h moins le quart, la journée commence vraiment avec un ordre de bataille établi. Donc c'est pour ça que cette première demi-heure le matin est pour moi très importante. Elle permet de définir quelles sont j'ai envie de dire les priorités. Et voilà. Et donc pendant on va dire 1h30, l'objectif est d'établir un peu les communications sur les différents réseaux sociaux pour nos différents clients. Il existe en fait des outils qui permettent d'automatiser tout ça. Encore une fois, il faut obéir à certaines règles. Il faut pouvoir maîtriser le jargon. Si vous espérez aller sur Twitter sans connaître les règles ou en ne parlant que dans votre langage, c'est absolument pas certain que des clients viennent vers vous. Donc c'est pour ça qu'il faut soigner un peu tous ces messages. Ça nous prend quand même à peu près 1h30 le matin. Et le reste de la matinée est généralement consacré à la rédaction de contenu. La rédaction de contenu qui se prolonge également sur l'après-midi. Hein. Ce que j'appelle rédaction de contenu, on reprend un peu la notion qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la rédaction de contenu par rapport à des thématiques et des thèmes d'intérêt et des parcours d'achat très spécifiques par client. Un article, en fait, pour qu'il soit pertinent, doit déjà dépasser les 300 mots, ça c'est la règle de base. Il doit déjà correspondre à un parti pris. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment envie de lire un article qui dit oui, non, mais c'est pas vraiment intéressant. Disons que ça ne permet pas à un client potentiel de se forger une idée. Donc il faut quand même que ce soit potentiellement orienté. Donc voilà, ces articles généralement font 600-700 mots et sont ponctués d'images. Le rôle de l'image dans le marketing de contenu est de plus en plus important. On peut parler de vidéo, hein, mais l'image, c'est ce qui attire l'œil. C'est pour ça qu'on assiste quand même à énormément d'infographies. Ces présentations qui en 2 minutes permettent de saisir une thématique très rapidement avec les notions les plus importantes. Ensuite, l'après-midi se termine, non. J'ai envie de dire, elle continue, mais elle est marquée par le retour des enfants. Donc ça aussi, c'est le deuxième moment le plus important de la journée. Et ensuite, en fonction des agendas de tout le monde, la journée se termine vers 19h, 19h30. Mais cette fois-ci, structurée autour essentiellement de la veille. C'est-à-dire, on a certains de nos clients qui nous demandent, à travers notre offre, veille et analyse, de surveiller pour eux le marché, les tendances, l'actualité, à la fois de leurs concurrents, quelles sont les contraintes réglementaires à connaître, à suivre, surtout quels sont les prochains risques qui permettent en fait de niveler la stratégie d'une entreprise au fil de l'eau, plutôt que de l'avoir inscrite
j'ai envie de dire, gravé gravé dans le marbre et ne pas y déroger. Au contraire, une approche veille permet d'ajuster un peu sa stratégie au fil de l'eau et surtout de confirmer certaines hypothèses d'entreprise. Voilà. Alors il y a beaucoup, j'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup d'interactions clients. Hein. C'est pour ça que ça prend aussi un peu de temps. Mais c'est l'objectif en fait, c'est la démarche de l'entreprise de faire un accompagnement personnalisé. Donc le client est au centre de toutes les décisions. Ça ne veut pas dire qu'il est sollicité tous les jours, bien au contraire. En revanche, on est dans un accompagnement qui est partagé, qui est souhaité et surtout qui correspond à une stratégie d'entreprise. Donc c'est pour ça que on insiste pour que le client soit également aux commandes des offres d'accompagnement qu'on mène. Excusez-moi. D'accord. En tout cas, c'est très complet, plan de communication, les choses sont cadrées, tu sais ce que tu fais, les enfants, effectivement, sont la soupape de sécurité. Voilà. On voit que c'est bien régenté, bien cadré, et c'est vrai que bon, pour les gens qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui vont se dire, oh bah moi, par rapport à ma situation, c'est une situation qui est très bien réglée, et moi, je suis un petit peu plus bordélique dans ma façon, effectivement, de mener mon entreprise. Mais les plans de communication sont très importants. J'en parlais avec quelqu'un que j'ai interviewé là sur comment devenir indépendant. Et c'est vrai que quand on cadre les choses, c'est un petit peu plus pratique. On évite effectivement de se disperser. On a des tâches bien spécifiques. On s'y tient et c'est efficace. Deuxième question récurrente dans l'interview. Qu'est-ce que tu as pensé de mon blog? Alors, un blog podcast, c'est pas commun de pouvoir interviewer des gens comme ça. Oui. Alors, moi je trouve l'idée de partage très enrichissante. Et je trouve que les contenus qui sont partagés permettent un peu comme, alors pardonnez-moi le parallèle, mais un peu comme les versions miniatures des Mars et des Twix qu'on peut avoir. Ça permet d'appréhender un sujet de manière très rapide, de manière plutôt sympa, hein, j'ai envie de dire. Les interviews se passent très bien. J'ai pu en écouter déjà pas mal. Et du coup, ça permet aux auditeurs d'assimiler une problématique, de potentiellement s'y identifier et de maîtriser un peu ce qu'elle a envie de faire par la suite avec cette information-là. Et j'ai écouté les 2-3 dernières interviews que vous avez pu réaliser et j'en suis ressorti à la fois avec une connaissance améliorée et surtout avec une question qui m'est restée. Qu'est-ce que je fais de cette information-là? Est-ce que, en tout cas, elle est toujours bonne à avoir? Ça permet d'avoir un vernis de culture sur un sujet et ça ouvre sur des questions plus larges, notamment quand on est chef d'entreprise. Et tu as eu envie de laisser un commentaire, de donner ton appréciation également Alors, oui, j'ai eu envie de le faire et j'ai pas dit que je n'allais pas le faire, au contraire. Je pense que ce genre de principe vit à travers le côté communautaire. Je pense que les contenus sont quand même de très bonne facture. Ça permet quand même derrière de vouloir les partager. Je pense qu'un commentaire c'est bien, un commentaire partagé c'est mieux. Donc voilà, mais l'approche et l'ergonomie en fait du site internet me semble à la fois pertinente pour les personnes qui souhaitent venir se renseigner, et puis l'idée en elle-même est aujourd'hui assez, en tout cas moi me plaît à la fois dans sa fonction d'achat, c'est-à-dire qu'on peut acheter de l'information, enfin sans la notion d'achat, mais on peut s'approprier de l'information très très simplement. Et aujourd'hui, je pense que sur les réseaux sociaux, sur Internet ou derrière son ordinateur, d'une manière générale, on court après le temps. Et là, c'est très synthétisé. Et du coup, ça permet de répondre à cette contrainte de temps. Tu parlais de la vidéo tout à l'heure. C'est vrai que la vidéo aujourd'hui, le référencement vidéo devient quelque chose de primordial. Tu voulais rajouter quelque chose sur le référencement vidéo ou sur la vidéo dans le marketing de contenu? Alors, on le voit, effectivement, la vidéo permet de développer un peu son référencement, d'autant par j'ai envie de dire, son niveau d'adhérence. Il est beaucoup plus simple aujourd'hui, à la fois dans nos modes de consommation d'informations, hein, j'entends, ou dans nos pratiques quotidiennes, de regarder une vidéo pour essayer d'assimiler un sujet. Alors, j'ai tendance aussi à mettre un haut là. Le référencement vidéo, la création de blogs vidéo est quand même un métier très spécifique et qui n'est pas nécessairement pertinent pour toutes les entreprises, mais je pense que c'est un vecteur de relais et de communication
qui est aujourd'hui plus qu'en devenir et qui est à surveiller de très près pour tous ceux qui souhaitent se lancer. On va déborder un petit peu, mais il y a deux points qui me semblent importants pour les gens qui nous écoutent. Cette cible, effectivement, d'entrepreneurs qui se disent tiens, je laisse de l'information sur Internet. Demain, si j'ai envie de retirer cette information, est-ce que je vais pouvoir le faire? Ce qu'on appelle la veille, effectivement, et l'e-réputation. Oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont laissé des informations un peu cocasses, Oui. et ils doivent se retrouver devant un recruteur ou un DRH, et c'est difficile parce qu'on sait que ces gens-là, effectivement, goulent énormément, c'est-à-dire vont chercher l'information sur Google très vite en tapant le nom de la personne. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se déréférencer très rapidement? Et deuxième question, est-ce qu'on peut, je dirais, se faire sa propre veille par rapport à son nom ou même en tant que particulier d'une façon assez fluide? Alors, il y a deux questions. La première, très franchement, j'ai envie de répondre non. Aujourd'hui, on le voit très bien pour les entreprises. Il est plus dommageable pour une entreprise qui communique de manière maladroite sur les réseaux sociaux de retirer son commentaire que de le laisser et d'essayer de le transformer en élément positif. Les impacts, à travers toutes les études qui sont disponibles, illustrent qu'une entreprise connaîtra un déficit d'image après avoir retiré du contenu qu'elle n'assume pas. Alors attention, les termes sont très lourds, très durs, mais en définitive, c'est effectivement ça qui se produit, plutôt qu'une entreprise qui essaye de trouver des moyens de contourner un peu ce message maladroit. Je vais vous prendre un exemple, La Redoute. Enfin, tout le monde le connaît, cet exemple-là. La Redoute, il y a quelques mois, quelques années, avait posté une image un peu maladroite d'un homme dévêtu se trouvant sur une plage derrière des enfants qui illustraient les vêtements de La Redoute. Ça s'est rapidement transformé en buzz positif pour l'entreprise. Les premières heures ont été très dures pour le community manager, j'ai envie de dire, de La Redoute, mais de manière très à droite. Ça s'est transformé en buzz positif, simplement à travers la mise en place d'un jeu, un peu basé sur le système des trouver les erreurs, les 7 erreurs, ou trouver l'intrus dans les photos. Et donc, toutes les photos qui postaient sur les réseaux sociaux identifiaient une ou deux maladresses. Et donc, il y a eu un taux d'adhésion très fort derrière, et ça n'a pas autant entaché la marque que ça n'aurait pu. Voilà. Et pour la seconde question qui était relative à se désinscrire complètement, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Moi, j'ai tendance à dire également non. Par exemple, quand on passe un entretien, on a sa personnalité. Sa personnalité, il faut pouvoir l'assumer. Alors effectivement, tout le monde grandit, tout le monde traîne son lot de casseroles. Il suffit quand même de présenter les choses dans le contexte, sans nécessairement s'attarder dessus. Mais aussi bien d'un point de vue entreprise que d'un point de vue personnel, pensez aujourd'hui à surveiller la réputation qui est la vôtre sur Internet, et j'invite d'ailleurs tout le monde, dans la mesure du possible, à acheter son nom de domaine. On peut constater que ça fonctionne bien dans les moteurs de recherche, et c'est surtout que là-dessus on maîtrise l'information qui découle de vous. Voilà. Aujourd'hui, en fait, 80% de ce qui se dit d'une entreprise ne dépend pas d'elle. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de pouvoir la mesurer et mettre en place des leviers positifs pour soigner sa réputation digitale. On va terminer avec quelque chose de ludique. Oui. On dit que sur Facebook, plus on joue, plus on se fait des amis, plus quelque part, effectivement, on se crée un cercle relationnel, entre guillemets. Oui. Est-ce que c'est aujourd'hui vrai? Est-ce qu'il faut aller jouer, perdre son temps, ou au contraire, effectivement, se faire plaisir avec Candy Crush Saga ou d'autres, Ouais. pour pouvoir effectivement se faire des amis? Franchement, j'ai envie de dire, quand on joue à Candy Crush, et le développement en fait des applications avec des achats intégrés et des associations sur les réseaux sociaux est effectivement un moyen plutôt positif de pouvoir trouver des nouveaux contacts. Je pense à la dernière version de FIFA 15, disponible sur iOS et sans doute sur d'autres plateformes, permet en fait de gagner des points
si on rattache à son compte Facebook en fait est ensuite rattaché au mot-clé FIFA et qui permet en fait de jouer en ligne contre des personnes sur le jeu à travers leur compte Facebook. Donc je trouve l'approche plutôt sympa à condition qu'elle soit bien faite. Et donc dans ce cas-là, j'invite plutôt les gens à jouer s'ils sont passionnés par un jeu. Après tout, les réseaux sociaux c'est un endroit social. On est là aussi pour s'amuser. Enfin, c'est ce que j'explique aux dirigeants. Hein. Sur Facebook, c'est pas du copier-coller de ce qui sort de votre page pro. Bien au contraire, vous êtes quelqu'un et donc mettez en avant vos traits de personnalité, votre caractère, vos passions. C'est en cela que les gens vous feront confiance. Si vous font pas confiance, ou en tout cas si vous apparaissez un peu suspect, aussi bien d'un point de vue de contenu que de contenant, ça peut être négatif sur l'image de votre entreprise. D'accord. Les points peut-être négatifs au niveau de Radio Interview, est-ce que tu en as noté? Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Est-ce que, par exemple, il y a des choses qui t'ont sauté à l'œil? Alors, je trouve l'intégration, alors je vais parler de ce que je connais, je trouve l'intégration des boutons de partage très intéressante. Alors je pense à Stumble Upon ou Hootsuite qui sont effectivement un peu moins utilisés par rapport à la cible. En revanche, le nombre de partages à la fois sur Twitter ou le nombre de partages généraux me paraît bien. La version digitale est bien respectée. Je vais juste refaire un tour par rapport à ce que je pensais. Effectivement, je pense que sur le compte Twitter de Radio Interview, il serait peut-être pertinent d'utiliser des mots-clés avec des hashtags, mais pour ça, je peux vous envoyer un article qu'on a rédigé, donc il y a aucun problème. Avec grand plaisir, oui, parce que comme ça me permettra d'apprendre également et de découvrir. C'est vrai que c'est un jargon un peu particulier, et si je mets autant de temps effectivement à appliquer ce jargon-là que je l'ai mis effectivement pour maîtriser un peu le référencement, eh bien ça va mettre un peu de temps. C'était Patrick Finlay, donc 34 ans de Rennes. L'Oxygré, c'est le site internet. Je le mettrai effectivement sur le billet. Oxygré.fr, hein, c'est ça? Alors .com. .com. Tout attaché. .com. Et écoute, en te remerciant Patrick, tu ne quittes pas, je vais te retrouver en antenne. D'accord, merci Philippe. J'invite les gens effectivement à laisser des commentaires également. Si tu as des choses également que tu veux rajouter, tu pourras les mettre en commentaire dans l'interview, il n'y a pas de souci. Parfait, c'est très clair.